Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums du corps. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons secours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête, mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides. Ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime, ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les recoins de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaise. Noël pour tous, la fête partout. Mesdames et messieurs, merci de suivre Face à Face, deuxième numéro de la semaine. Je reçois Maître Oscar Mobiaï, avocat au barreau de Lille et très souvent en République démocratique du Congo. C'est un chercheur avec qui on discute sur des questions d'actualité. Mais aujourd'hui, nous allons axer notre réflexion sur la question épineuse de la réforme de notre justice, la 4e République, pourquoi pas. Mais parlons d'abord de l'actualité. Maître Oscar, comment allez-vous? Je vais bien, merci, Christian. Les Congo, comment il va, selon vous? Est-ce que nous allons sur la bonne pente ou la penche est mauvaise? Non, je dirais que le Congo a un peu déraillé, dans la mesure où, depuis l'alternance, nous étions revenus sur rail et que depuis un certain temps, il y a un déraillement. Ce déraillement est essentiellement dû aux faits nouveaux qui sont venus dilapider tout le capital déjà engagé par le président de la République dans son mandat et dans son quinquennat. Nous prenons pour exemple, aujourd'hui, il y a des interrogations réelles pour savoir quelle est l'orientation que l'on prend sur la gratuité de l'enseignement. Vous comprenez que c'était un grand acquis, ça le reste, du quinquennat actuel. Vous prenez l'état des droits, et tout le monde a acclamé la venue de l'état des droits. Et aujourd'hui, on est un peu désenchanté par rapport aux arrêts de la Cour ou à l'arrêt de la Cour constitutionnelle où la Cour constitutionnelle se déclare incompétente et que l'on se demande, et je vous ai même d'ailleurs suivi là-dessus, quel est aujourd'hui le régime pénal
n'est-ce pas, d'un ancien président de la République. Oui, de l'ancien Premier D'un ministre. ancien Premier ministre. Ça, on ne le saura jamais. Et donc, avec maintenant des libertés provisoires auxquelles on assiste, fondées ou non fondées, toujours est-il que ça donne un signal négatif par rapport aux deux acquis nécessaires, à mon avis, qui étaient déjà à l'actif du président de la République, donc gratuité de l'enseignement, état de droit. Et aujourd'hui, il y a un peu un déraillement avec des bavures, bon, ce qu'on appelle bavures policières, mais que je ne qualifie pas moi-même de bavures policières, mais qui est un système malheureusement auquel il fallait depuis longtemps mettre fin. Alors, je voudrais qu'on revienne, Maître Oscar. On parle de ces deux choses. On parle de la justice, mais aussi on parlera de la police. Vous allez nous dire, avec une étude comparée, comment ça se passe en France et comment ça pouvait se passer chez nous. Revenons d'abord sur la question de la justice. Je voudrais vous poser la question vraiment de façon sérieuse. Quel est le régime pénal de l'ancien président de la République au regard de la Constitution de la République démocratique du Congo? Bon, j'ai dégagé ça dans mon analyse critique de l'arrêt de la Cour constitutionnelle en distinguant trois circonstances de la commission de l'infraction. Quand vous prenez la Constitution par rapport aux infractions commises par le président de la République et le Premier ministre, vous distinguez deux régimes. Ces deux régimes se dégagent de trois circonstances de commission de fait. Vous avez les infractions commises dans l'exercice des fonctions et vous avez les infractions commises à l'occasion de l'exercice des fonctions qui relèvent, à mon avis, du régime de la Cour constitutionnelle. Commises dans l'exercice des fonctions, c'est pendant que le président et le Premier ministre sont en fonction. À l'occasion de l'exercice des fonctions, c'est pour permettre que l'ancien président et l'ancien Premier ministre soient poursuivis et punissables devant la Cour constitutionnelle. Et nous allons revenir, parce que vous avez parlé de la 4e République, il se pose maintenant la question de la loi de 2018 qui confère au président de la République un statut d'impunité. Du point de vue législatif par la loi de 2018, laquelle impunité est consacrée aussi du point de vue prétorienne par l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Donc, du point de vue législatif, le président de la République, l'ancien président de la République devient non poursuivable. Du point de vue prétorien, ça veut dire par rapport à l'arrêt de la Cour, donc par rapport à ce que l'on peut appeler décision jurisprudentielle ou décision de la justice, c'est ce qu'on appelle prétoire. L'ancien Premier ministre devient aussi non punissable. Donc, pour revenir, je disais, les infractions commises dans l'exercice des fonctions, Cour constitutionnelle, pour le président de la République et le Premier ministre en fonction, les infractions commises à l'occasion de ces fonctions, Cour constitutionnelle comme juge pénal, pour l'ancien président de la République et l'ancien Premier ministre, et infractions commises hors fonction, droit commun, ça veut dire devant le juge judiciaire. Et donc, voilà un peu le régime peut être réparti. Pour les infractions hors fonction, le droit commun, le juge judiciaire ici étant entendu le juge du droit commun, et que si la personne, par rapport à son statut, comme par exemple le Premier ministre Matata, qui lui est sénateur, à ce moment-là, il bénéficiera du privilège de juridiction eu égard à sa situation professionnelle. Et à ce moment-là, ça sera la Cour de cassation, par exemple, pour Matata. Pour d'autres, ça peut être la Cour d'appel. Donc, les privilèges de juridiction ne sont pas nés avec Matata. Mais ça, c'est pour les infractions. Il faut qu'on reste très clair là-dessus. Ça, c'est pour les infractions commises hors fonction. Pour les infractions commises dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion, c'est le juge pénal. Alors, la question qui s'est posée était celle de savoir est-ce qu'un ancien Premier ministre, alors qu'il n'est plus en fonction, peut-il être devant la Cour constitutionnelle? Comment on va appliquer le régime de l'autorisation par les congrès? C'est la question qui s'est posée. Aujourd'hui, avec l'article 99 de la Constitution, ça apporte une réponse claire là-dessus. L'article 90. Dernier alinéa surtout. Voulez-vous que je lise tout l'article? Comme ça nous permet de à l'entrée, on fait la déclaration de patrimoine. Oui.
et à la sortie des fonctions. Bon, alors pour l'économie je veux dire pour la gouverne de nos téléspectateurs, je veux dire, avant leur entrée en fonction et à l'expiration de celle-ci, le président de la République et les membres du gouvernement sont tenus de déposer devant la Cour constitutionnelle la déclaration écrite de leur patrimoine familial, énumérant leurs biens meubles, y compris actions, parts sociales, obligations, autres valeurs, compte en banque, leurs biens immeubles, y compris terrains non bâtis, forêts, plantations et terres agricoles, mines et tous autres immeubles avec indication des titres pertinents. Le patrimoine familial inclut le bien du conjoint, selon le régime matrimonial, des enfants mineurs et des enfants même majeurs à charge du couple. La Cour constitutionnelle communique cette déclaration à l'administration fiscale. Faute de cette déclaration, en déant les 30 jours, la personne concernée est réputée démissionnaire. Dans les 30 jours suivants, la fin des fonctions, faute de cette déclaration, en cas de déclaration frauduleuse ou de soupçon d'enrichissement sans cause, la Cour constitutionnelle ou la Cour de cassation est saisie selon les cas. Voilà, c'est ce dernier paragraphe qui nous intéresse. Vous comprenez que, là c'est clair, à la fin de ces fonctions, dans les 30 jours de fin des fonctions, ça veut dire qu'on est déjà ancien Premier ministre. Si l'on n'a pas déclaré, ou si cette déclaration est frauduleuse, ou tout simplement si l'on constate qu'il y a un soupçon, par exemple, notre célèbre IGF enquête et constate que l'ancien Premier ministre s'est enrichi de manière illicite. Il est traduit devant la Cour constitutionnelle. Vous comprenez que là, on parle clairement de l'ancien Premier ministre. Que pour cette infraction des fausses déclarations. Oui, donc là au moins, on est clair. Exact. Maintenant, là où il y a des difficultés de notre Constitution, c'est que nous conduit à parler de la 4e République, nous démontrons des failles de notre Constitution. Mais une Constitution peut avoir des failles, il appartient au juge, qui est un homme ou une femme intelligent, de pouvoir ne pas lire les textes de manière littérale, de l'adapter, comme par exemple, la Cour constitutionnelle eut gagné en sagesse en donnant à l'article 164 son interprétation maximale pour se déclarer compétente. Parce que maintenant, nous assistons à quoi? Nous assistons à un flou artistique organisé qui veut que quand on est devant la Cour constitutionnelle, l'ancien Premier ministre dit, écoutez, vous êtes incompétent puisque je ne suis plus Premier ministre. Et quand on va devant la Cour de cassation, l'ancien Premier ministre dit à la Cour de cassation, avec raison, que vous n'êtes pas compétente parce que l'infraction avait été commise lors de mes fonctions et que vous n'êtes pas compétente. D'autant que quand vous prenez l'arrêt de la Cour elle-même commence par vous dire que si on attribue compétence à la Cour constitutionnelle pour connaître des infractions commises par le président de la République et le Premier ministre, c'est parce que la question présentait un caractère politique trop accentué qu'on a exclu tout juge judiciaire. Alors, si maintenant on exclut tout juge judiciaire pour connaître de cette infraction d'un Premier ministre en exercice, la Cour ne tire pas les conséquences de ces affirmations, arrive enfin pour dire, alors qu'elle avait affirmé qu'on a exclu tout juge judiciaire, arrive enfin à dire qu'elle est incompétente et on se retrouve maintenant avec le présumé voleur, mais orphelin du juge. Conséquence, c'est quoi? Le Sud-Africain que vous avez reçu ici, qui est présumé délinquant, avec des millions amassés au Congo, va passer des vacances dorées en Afrique du Sud, puisqu'il n'y a pas de juge pour connaître de ces infractions. Oui, mais ce n'est pas la faute du présumé, ce n'est pas la faute du présumé coupable quand il n'y a pas de juge. C'est à vous, les intellectuels congolais, qui avez démissionné, vous avez refusé. Non, il n'y a pas d'émission dessus. Il y a maintenant l'erreur, à mon avis, l'erreur grossière de la Cour constitutionnelle
qui s'est déclarée sans fondement juridique incompétente alors qu'elle l'est. Non, mais frère, quand vous dites ça, moi je suis d'accord avec vous sur la question. Mais quand vous le dites, la Cour a fondé son argumentaire en disant justement que l'article 164 ne concernait pas un ancien Premier ministre. Vous faites la déduction, vous dites que vous allez, à part l'article 99 pour comprendre, 99, pardon, pour essayer de faire comprendre à l'article 64 ce que l'article 99 ne dit pas forcément. C'est là le problème maintenant. Non, ça c'était pour résoudre la question parce que l'on a dit qu'en aucun cas la Cour constitutionnelle ne devait poursuivre l'ancien Premier ministre parce que comment voudrez-vous que si la Cour venait à poursuivre l'ancien Premier ministre, comment on allait mettre en application l'article 166 qui veut que pour que le Premier ministre soit poursuivi, il faut l'autorisation du Congrès, alors que lui n'est plus en fonction. Et même là, je vous rejoins même là, sur votre raisonnement. Je vous rejoins parce que, pourquoi je vous rejoins sur la question? Mon analyse est simple. C'est que, ici, dans l'article 99, l'on considère que le Premier ministre est devenu un ancien Premier ministre. Donc, il n'a plus de couronne, lui non plus, parce qu'il n'en a plus. Alors, quelle est la procédure que l'on va suivre à l'article 199 ici? Est-ce qu'on va réunir le Congrès? Est-ce qu'on va demander, bon, s'il n'est pas sénateur, bien évidemment, est-ce qu'on va réunir le Congrès? Si on réunira le Congrès, ça sera pour quoi exactement? Pour ôter quoi? Parce qu'il n'aura plus de couronne. Bon, vous comprenez en ce moment, oui, ouais. C'est un vrai problème rédactionnel. Oui. Donc, au fait, nous avons une difficulté au Congo où il n'y a pas ce qu'on appelle la légistique. Parce que avant de voter une loi, on cherche à mettre en cohérence cette loi avec d'autres lois pour qu'on ne puisse pas aboutir à des lois qui se contredisent. Et il y a la spécialité que l'on appelle la légistique. Or, chez nous, vous avez des lois qui se contredisent et en même temps des lois qui perdent tout leur sens. Maintenant, vous avez l'article 99 qui vous dit qu'on peut poursuivre l'ancien Premier ministre. Oui. Mais maintenant, cet article est clair. On peut poursuivre l'ancien Premier ministre. Mais cette fois-là, quelle sera la procédure? Est-ce qu'on va chercher à saisir le Congrès? La réponse est non. Donc, vous comprenez qu'on va s'en passer de cette procédure pour directement saisir la Cour constitutionnelle sans respecter la procédure prévue à l'article 160. Est-ce que ce n'est pas un article fictif? Est-ce que ce n'est pas un article d'ornement, tout simplement, pour faire beau? Oui, là, mon ami, professeur Chilumba aime bien dire ce sont des dispositions d'ornement. Oui. Non, on ne peut pas. C'est là que je considère que la Cour constitutionnelle, n'est-ce pas, son arrêt n'est pas en cohérence avec la politique pénale. Parce que le juge pénal donne à une loi sa pleine intensité. Je vous donne l'exemple. Quand vous prenez la fraude du courant, le vol du courant, il était établi que le vol est une soustraction frauduleuse d'une chose matérielle. On ne concevait pas la soustraction d'une chose immatérielle. Et aujourd'hui, on admet que on peut voler l'électricité. Et donc, on a donné à une disposition légale son extension maximale pour ne pas laisser un criminel impuni. Vous considérez que M. Matata, qui est présumé criminel, a fait par rapport au détournement. Parce que c'est un présumé voleur. Le criminel économique, oui, bien évidemment. Ben, le criminel économique. Ça reste un criminel. Un criminel dangereux surtout. Très dangereux même. Parce qu'il touche à l'enseignement de nos enfants. Même à la future génération. À la génération future, et il fait manquer à nos enfants du lait. Parce que quand il prend l'argent, les enfants ne vont pas prendre du lait. Vous comprenez, il est dangereux. Mais c'est monsieur dangereux par rapport au système judiciaire, avec des lois non clairement écrites, on n'arrive pas à leur donner une interprétation qu'il faut. Et le juge pénal n'est pas là pour faire profiter un criminel, n'est-ce pas, la défaillance législative. C'est au juge de pouvoir donner à une loi son sens. C'est ce que l'on appelle, si vous voulez, on peut considérer ça comme la doctrine du droit vivant. Donc on peut arriver, le juge est là pour ne pas laisser le criminel libre. Il est là pour le punir. Et donc on ne peut pas profiter d'une défaillance rédactionnelle d'un texte pour l'interpréter au sens du criminel. Donc, mais comment ça allait se passer selon vous? Oui. Quelle
quelle aurait été la procédure? Mais la procédure, c'est comme à l'article 99, ok? C'est comme à l'article 99. Là, vous venez de lire l'article 99. Le Premier ministre qui n'a pas fait sa déclaration n'est plus en fonction. Vous venez de le dire très bien, avec pertinence, qu'on ne va pas aller saisir le Congrès pour cela. Non, pas donc, du tout. on prend des délinquants à l'état où ils se trouvent, on ne poursuit plus. L'intelligence veut qu'on ne passe plus par le Congrès, mais on les traduit directement devant les juges, passant par le procureur général. Alors, vous avez fait le droit en France. Vous l'avez même étudié, pas seulement, mais vous l'avez pratiqué en France. Aux États-Unis, on va dire que l'esclavage existait. Même sous cette constitution, l'esclavage existait. Mais comment est-ce que l'esclavage a été aboli sans forcément qu'on amende la constitution? Est-ce que c'est une gymnastique intellectuelle d'adapter les choses sans forcément détruire les fondamentaux? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Quel est le mécanisme que les Américains ont fait pour... Parce que les femmes ne votaient pas sous cette constitution, mais les femmes ont commencé à voter sous cette constitution, mais aucun amendement n'a été fait. Comment font-ils pour réussir ça? Ben, très bien. Vous posez une question très pertinente et c'est pour cela que j'apprécie beaucoup les courants que vous avez lancés pour la 4e République. Exact. Et que nous vous accompagnons dans ce courant-là. Je suis très heureux d'avoir quelqu'un de très intelligent comme vous m'accompagner. Bon, très bien. À partir de là, qu'est-ce que l'on dit? La loi n'est pas ce que les uns et les autres lisent dans un texte. L'Union européenne définit la loi telle que le juge l'a dit. Donc la loi est ce que le juge a interprété. Maintenant, chez nous, malheureusement, on prend un texte par tout le monde. Là, je rejoins... Bon, on me reproche souvent de combattre les professeurs Mbata. Là, je le rejoins. Quand on dit n'est pas juriste qui veut, après, il continue de ne pas cautionner ce qu'il veut. Donc, vous comprenez que le texte, c'est le juriste, en l'espèce le juge, qui en donne la portée réelle. Et donc, par rapport à la question que vous posez, c'est par rapport, sans qu'on ait procédé nécessairement à la révision constitutionnelle, sans qu'on ait bougé le texte, le juge en a donné une interprétation juste. C'est pour cela qu'on parle, parce qu'ici on parle seulement de la Constitution, mais en France, on vous parle de bloc de constitutionnalité. Et ça veut dire, en clair, ce n'est pas comme j'ai entendu quelqu'un qui a été faire le tourisme en France, il revient et dit non, bloc de constitutionnalité, il prend des dispositions normatives, ce n'est pas ça. Les blocs de constitutionnalité, l'on prend la Constitution en elle-même, l'on prend des préambules, on prend l'exposé des motifs, on prend la charte environnementale de 2005, on prend beaucoup de choses. Alors, vous avez dans cette constitution ce que l'on appelle exposé des motifs. Dans l'exposé des motifs, vous avez ce qu'on appelle objectif constitutionnel. Vous en avez 7 dans la constitution congolaise. Mettre fin à l'impunité. Nous allons prendre cet objectif-là. La question maintenant, quand un juge est saisi, il doit s'interroger pour savoir est-ce que l'interprétation ou l'application de la loi qu'il fait va dans le sens d'atteindre l'objectif constitutionnel de l'impunité. Si une loi ne va pas dans le sens d'atteindre cet objectif, cette loi, vous comprenez qu'elle devient d'abord anticonstitutionnelle et qu'il appartient au juge, n'est-ce pas, d'en donner une portée réelle. Donc voilà, pour répondre à votre question, les Américains, les Français ont pu, par les hommes et les femmes, arriver à donner une interprétation qui est adaptée, qui renforçait même l'objectif constitutionnel. Ce que l'on voulait. Vous prenez, pour ne pas aller trop loin vers l'esclavagisme, ce qui est trop loin, quand vous prenez la Constitution américaine, vous avez la conjonction « et ». Donc, la Cour constitutionnelle américaine, la Cour suprême, et les juridictions, donc les cours des États fédéraux, il y avait la conjonction, la Cour constitutionnelle et les juridictions des États fédéraux. Quand on prend la conjonction « et », on a une approche horizontale. On aurait dû comprendre que la Cour constitutionnelle américaine et les juridictions des États fédéraux étaient mis sur même pied d'égalité. Mais de par la jurisprudence, sans qu'il ne soit nécessaire de reviser la Constitution par les amendements, on est arrivé à considérer que la Cour constitutionnelle, la Cour suprême américaine, était verticalement supérieure aux juridictions inférieures. Ce qui n'est pas le cas chez nous, parce que chez nous,
on a tendance à faire croire que la Cour constitutionnelle serait une juridiction au sommet des juridictions congolaises. Non, la réponse est non. La Cour constitutionnelle n'entre pas dans l'ordonnancement juridique, et d'ailleurs, c'est par erreur qu'on l'appelle Cour constitutionnelle. En France, on préfère parler du Conseil constitutionnel, et non pas Cour, parce que ce n'est pas une juridiction qui vient coiffer l'ordre juridictionnel congolais. Vous avez, pour l'ordre administratif, vous avez le Conseil d'État, et pour l'ordre judiciaire, vous avez la Cour de cassation. Et donc, la Cour constitutionnelle n'est pas au-dessus du Conseil d'État, encore moins au-dessus de la Cour de cassation. Et donc, vous comprenez que c'est par des interprétations qui sont faites à bon escient par les hommes et les femmes, pour répondre à votre question, qu'on arrive à dégager des bonnes pratiques. Pour maintenant, parce que j'ai entendu dire ici, bon, alors aujourd'hui, nous sommes dans quel système? Semi-présidentiel. Dans le système semi-présidentiel, le président de la République ne dort pas. C'est pour cela qu'il est élu au suffrage universel. C'est vrai, et qu'on le considère clé de voûte du régime. Dans le régime présidentiel, le président de la République n'est pas comme la reine d'Angleterre, comme j'ai entendu dire ici chez vous. Non. Donc, vous avez entendu le docteur Tiani, mais bah alors vous n'allez pas sortir toute l'artillerie, parce que le docteur Tiani, c'est un économiste, il ne connaît pas les méandres du droit, mais quand il lui dit, on comprend son vouloir dire. Il veut tout simplement dire que le président de la République n'a pas beaucoup de responsabilités, mais cela ne veut pas dire qu'il n'a pas de pouvoir. Le président de la République a beaucoup de pouvoir, c'est vrai, mais peu de responsabilités. Par contre, le Premier ministre, lui, a peu de pouvoir, on va dire, mais beaucoup de responsabilités. Très bien. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est que l'on peut retenir par la réforme judiciaire et par nos juges. C'est le maître mot que vous venez de dire. Et ça, les juges doivent l'entendre et le retenir et le faire ressortir même dans leurs décisions, le vouloir dire. Par rapport à la question que vous m'avez posée, au texte, on ne doit pas chercher le dire, il faut aller dans le vouloir dire. Il faut aller dans le vouloir dire. Donc, disant cela, vous venez de manière magistrale et géniale dégager ce que l'on entend par l'interprétation d'un texte. Ouais, moi, et donc, le vouloir dire. Le vouloir dire ici, c'est donner à un texte sa capacité d'application. Et donc, pour répondre à ce que vous étiez en train de dire, au plan pénal, n'est-ce pas, aujourd'hui, nous sommes dans une confusion. Et au plan de régime constitutionnel, dans ce que nous disions, ben écoutez, docteur Chani, je l'apprécie beaucoup et vous comprenez que je partage beaucoup de choses avec lui, notamment même sa loi sur la nationalité. Mais sauf que là, il est allé s'hasarder dans les autres troubles du droit. Et ben, il était en face d'un juriste, voilà pourquoi il pouvait se permettre de dire ça. Nous lui appliquons ce que lui-même dit, hein, M. Christian. Vous, quand on vient devant chez vous, on est armé et on n'a pas besoin de laisser moindre complaisance. Donc, nous appliquons à Dr Chani ce que lui-même dit. On n'est pas tenu d'aller faire le droit, mais quelqu'un qui aspire à devenir président de la République, il a des fiches, il doit avoir des conseils juridiques. Quand il vient à votre émission, ils doivent lui avoir fait des fiches. Donc, il ne peut pas commettre une bourde. Et dans le temps moderne, les bourdes ne s'excusent pas. Dire que le président congolais est à comparer à la reine d'Angleterre, c'est une bourde pour quelqu'un qui aspire à devenir président. Très bien, je comprends. Et dire que le président de la République sommeille, et c'est là de la bouche d'un constitutionnaliste, là c'est encore inexcusable. Et surtout, président de la Cour constitutionnelle, dire que le président de la République sommeille, c'est une bourde. Le président de la République, dans un régime semi-présidentiel, est clé de voûte du régime présidentiel, comme disait De Gaulle. Maintenant, il faut qu'on admette avec vous, et c'est pour cela que nous souhaitons la 4e République, la 3e République n'étant pas adaptée à nos mentalités, le président de la République, il a ce rôle de clé de voûte des institutions, que quand nous sommes dans un régime, quand nous sommes pendant la période d'homogénéité, il a la majorité parlementaire et il y a une coïncidence de la majorité parlementaire avec le président à sa majorité. Là, nous sommes en homogénéité. À ce moment-là, le président joue pleinement son rôle. Et il devient
s'il faut reprendre maintenant l'expression, sommeillant, que quand il n'a pas de majorité. Vous comprenez? Très bien. Il faut qu'on Revenons arrive à maintenant relativiser sur, trop de choses, très bien. mais il ne faut pas faire des déclarations en place publique par rapport aux gens que l'on considère dont la voix porte. Là, ça serait conduire même nos étudiants en erreur. Voilà. Revenons sur les questions fondamentales. Je veux dire, on va terminer même. C'est analysons maintenant cette constitution. Mais avant de l'analyser, Oui, je voudrais étancher ma soif. oui. Caméré accorder une liberté provisoire. On accorde une liberté provisoire à Caméré et c'est un vrai débat. La population, il y en a qui est d'accord, il faut dire. Il y en a, qu'est-ce que je dis? La population, elle est d'accord pour un camp, un autre n'est pas d'accord. Un autre camp n'est pas très intéressé. Et la cote de popularité du chef de l'État baisse sensiblement après la sortie de Eteni. Il y avait un choc, sortie de Bakonga, un autre choc. Alors le coup de Monsu sera finalement la liberté de monsieur, la libération de M. Caméré. En tant qu'avocat et praticien, est-ce que la procédure a été régulièrement suivie pour les 3 cas, si vous en savez bien sûr? Bon, à votre question, nous pouvons d'abord, avant d'y répondre, ajouter également la bavure à laquelle on vient d'assister avec... et d'ailleurs, je présente mes condoléances à sa famille, des jeunes hommes qui a été... Oui, ça on en parlera pour la police. Battu. Bon, pour la police. Bon, ok, très bien. Maintenant, sur votre question avec de liberté. Alors, il faudra, quand on répond à des questions de droit, c'est que l'on considère ici que nous sommes face à un juge qui, lui, s'est décidé, un juge ou un magistrat, ou un conseiller du chef de l'État, qui, lui conseille de dire, bon, écoutez, prenez une mesure de grâce ou prenez une mesure de liberté provisoire pour des gens comme des Caméré, des Eteni et consorts. Quand on est face à des pareilles questions, il se soulève la question de ce que l'on appelle l'opportunité. On doit donc s'interroger, est-ce qu'aujourd'hui, en faisant ce que l'on appelle bilan d'ensemble, c'est une théorie du droit administratif où on met en balance les pour et les contre, les bilans de l'ensemble. Si aujourd'hui, nous accordons à Caméré, à Eteni la liberté, en prenant la théorie des bilans de l'ensemble, pour et les contre, par rapport à l'état des droits, est-ce que nous allons dans la bonne direction ou nous allons dans une mauvaise direction? Voilà comment un conseiller du chef de l'État réfléchirait et voilà comment un responsable qui est juge réfléchirait ou un magistrat. Et vous savez qu'en tant que magistrat, on doit dire que la liberté ne doit pas occasionner un scandale public. Parce que c'est un principe. C'est un principe. Donc, posant ces principes-là, vous comprendrez que, à mon avis, du point de vue politique pénal, la liberté des Caméré et consorts était inopportune. Ouais. Du point de vue politique pénal. Vous savez que moi-même, je me suis invité dans le procès Caméré où je m'étais constitué partie civile. Et par une intolérance inadmissible, on m'avait tout simplement demandé de me retirer de la barre. Et aujourd'hui, conséquence, il n'y a pas l'argent qui est rentré dans le trésor public. Et ça, nous pouvons revenir. Parce qu'il est beau de poursuivre les détourneurs. Mais quel est le but poursuivi? En dehors de leur répression, il faut que l'argent rentre au trésor public et qu'il faut que des associations, comme je vous vois vous battre avec l'école de sagesse, vous apprenez aux gens les droits, mais vous vivez de quoi? Il faudra que, quand il y a des condamnations, qu'il y ait des parties civiles qui sont des associations qui se constituent, c'est ce qu'on appelle les classes actions. Donc, mon arrivée à me constituer en partie civile dans le procès Caméré, c'était pour créer une jurisprudence où on admet la partie civile comme association. Donc, pour revenir à votre question, 1, il était inopportun la liberté. 2, maintenant au plan juridique. Oui, au plan juridique. Est-ce que la loi était énervée? Est-ce qu'on a énervé la loi? À mon avis, la loi a été énervée. D'accord, dites-nous où et quand. Alors, vous prenez le code, la loi sur le fonctionnement de la Cour de cassation. Et on s'est fondé sur l'article 47. Sur l'article 47. Et que dit cet article 47? Dit que un condamné en détention préventive. Bon, très bien. Est-ce qu'on peut avoir un condamné en détention préventive?
La réponse est non. Ça veut dire qu'on ne peut pas être à la fois homme et femme. Là, vous êtes juriste. Quand est-ce que... Si, on peut avoir un condamné en détention préventive. Comment? Expliquez-moi. Bon, ce n'est pas à vous de m'expliquer. Non, on s'explique. On peut s'expliquer. Oui, Allez-y. on s'explique. Je prends l'hypothèse. Oui. Au premier degré, je suis condamné. Très bien. D'accord? Premier degré, je suis condamné, c'est clair. Oui. Mais, j'interjecte appel. D'accord. Et vous restez, pour qu'on aille vite, vous restez à l'état où vous avez été placé. Très bien. Donc, oui. L'espèce suspensif, ça veut dire que, en réalité, je suis condamné, mais en détention maintenant. En fait, c'est une Ce déduction. n'est pas en détention préventive. Oui. Voilà, vous avez hésité, Oui. avec raison. Même votre cerveau a Si, clignoté. si, ça bouge Ça un a peu. clignoté. Bon, très bien. Ça bouge un peu, mais il faut peut-être Je voulais approfondir scandaliser un peu l'opinion Oui, juriste congolais, parce qu'ici, on interprète des choses. oui. Quand est-ce Oui. que commence une détention préventive? Une détention préventive commence quand on est placé sous MAP, mandat d'arrêt provisoire. Exact. Et quand on parle d'une détention préventive, vous êtes sous le contrôle du parquet. Parce que c'est le parquet qui vous a placé en état de détention préventive. OK? Et la détention préventive, c'est pour éviter ce qu'on appelle crainte de fuite, ainsi de suite. Oui. Voilà le régime de détention préventive. L'on suppose que le dossier est encore en phase qu'on appelle pré-juridictionnelle. Donc, on n'est pas encore devant le juge. Et le dossier est en instruction devant le parquet. Là, on est en détention préventive. Dès que le parquet fixe le dossier par ce qu'on appelle une requête aux fins de fixation, à ce moment-là, le boulot du ministère public cesse, la personne est devant le juge. Et quand il est condamné, il devient condamné. Sauf que par l'effet de l'appel étant suspensif, Oui. pour éviter que la personne puisse se soustraire, il est maintenu dans l'état où le parquet l'avait placé. C'est là par commodité de langage. Mais maintenant, il n'est pas en détention préventive. Il est dans quoi? Il est un condamné qui demeure en détention, n'est-ce pas? Qui n'est pas... Non, parce que quand vous avez une détention préventive, cette détention préventive répond à un régime juridique qui veut que... Je comprends. Pour vous, un condamné a dépassé l'étape de Oui, parce que ça n'a pas de sens, vous savez. Mais maintenant, il y a suspension, maître Oscar. Mais oui, mais cette personne n'est plus en détention préventive. Il est maintenu en état de détention, qui n'est plus une détention préventive. Et donc, c'est pour cela que vous voyez... Oui, je comprends. Bon, je vous donne un exemple simple. Je fais une caricature. Je prends les droits français. Simple pour que l'on comprenne. Quand vous êtes en matière de droit des étrangers, une fois que vous avez plaidé pour quelqu'un qui vient de Kinshasa, qui a demandé l'asile, et puis vous obtenez sa liberté. Le procureur de la République, ou le procureur général, si vous voulez, c'est le procureur général en espèce, comme chez nous, qu'est-ce qu'il fait? Il interjecte appel. Et vous êtes maintenu dans cet état pendant 4 heures. Vous comprenez? Pour que l'on vérifie si, et là, le juge d'appel est saisi en urgence pour qu'on puisse donner solution à votre cas. Si on confirme le jugement, vous êtes libre. Et si on ne confirme pas le jugement, vous restez en état de détention. C'est pour éviter que quand on n'avait pas regardé le casier judiciaire, on parlera du casier judiciaire rapidement parce qu'il y a beaucoup de confusion. Et vous savez qu'il y a 300 actes de casier judiciaire qui ont été imprimés et aujourd'hui on veut faire des bifures. C'est grave. Et bêtement comme ça, on a perdu 3 millions de dollars. Pour rien, par rapport à la confusion qu'il y a entre la police nationale et la police judiciaire. Vous voyez, nous allons peut-être en parler quand on aborde les cas de bavure policière. Et donc, ici, l'idée c'est quoi? Pour revenir à notre cas. L'idée c'est que quand on est en prison, on est en détention, et on est devant le juge, par l'effet d'appel, on risque, n'est-ce pas, d'être libre alors qu'on risque de libérer un criminel. Et que le parquet qui a la politique, n'est-ce pas, de l'ordre public et qui connaît bien la personne, va relever appel. Et bien que l'appel n'a pas d'effet suspensif, il y a un mécanisme qui vous maintient pour que le juge d'appel réponde rapidement. C'est pour ça que quand vous prenez la loi sur la Cour de cassation, on vous dit que la Cour de cassation examine les cas dans 24 heures.
Vous comprenez que c'est un mécanisme spécial, Oui, mais... qui n'est pas un mécanisme à confondre avec la détention préventive. Et donc, en l'espèce, vous avez une rédaction très malheureuse de la loi qui vous dit un condamné en détention préventive. Quand on vous dit un condamné en détention préventive, n'est-ce pas, première hypothèse et deuxième hypothèse, où c'est lui qui a été placé en arrestation par la cour d'appel, ou c'est lui qui a été placé en détention par le parquet. Donc, si vous vous admettez que ce monsieur est en détention préventive, alors on n'aurait pas voulu que le parquet le place encore en détention préventive parce qu'il est déjà en détention préventive. Vous prenez votre loi là de... sur le fonctionnement. Je ne l'ai pas ici, malheureusement. Mais vous avez de... Il faut que je cherche la loi. Je l'ai eu quelque chose. Vous avez vous connaissez bien les... Si, bien sûr, j'ai lu la... Là, vous avez, première hypothèse, un condamné en détention. On commence, un condamné en détention peut solliciter sa liberté provisoire. C'est ce qu'on dit. L'article 47. Mais maintenant, on vous dit où la personne qui a été mise en arrestation par la cour d'appel. Ça suppose que la personne est venue libre devant la cour d'appel et la cour d'appel a ordonné son arrestation immédiate. Et 3, on vous dit ou une personne qui avait été placée en détention par l'ordonnance du parquet général. Alors, si vous admettez que la détention première dont on a parlé, un condamné en détention dont on parlait, que c'est une détention préventive, on ne pourrait plus laisser encore la possibilité au parquet de prendre une ordonnance de détention préventive. On serait de détention en détention, ce n'est pas logique. En même temps, il y a quelque chose de choquant. Quand vous allez à la Cour de cassation, je vous demande, puisque vous êtes un journaliste qui a opinion et qui est suivi, de diligenter vos services à la Cour de cassation. En statistique, quand un dossier est en Cour de cassation, il y a des gens qui croupissent en prison. En moins de 5 ans, un dossier n'est pas appelé à la Cour de cassation. L'article 12 de la Constitution, tous on est égaux devant la loi. Alors qu'est-ce qui fait que ces gens ici, présumés voleurs de la République, et leurs dossiers sont traités avec une vitesse incroyable, alors qu'ils ne sont pas en matière de flagrance. Et ils trouvent solution par des libertés provisoires, où la Cour de cassation examine les choses avec une vitesse excessive. Alors que vous avez des gens en prison qui sont là en détention, même pas encore atteints les jugements au fond au premier degré. Et vous savez que nous sommes un pays où les délais de détention dépassent largement ce que l'on appelle délai raisonnable. Allez-y en prison, vous allez voir les gens qui n'ont jamais connu un juge. Oui, bien sûr, mais ils sont là depuis 4 ans, 5 ans. Hein. Bon, alors, très bien. Donc, ce traitement-là, donc vous comprenez que le mécanisme de ce que l'on a appelé liberté provisoire devant la Cour de cassation, ça ne s'inscrit pas dans la logique d'une liberté provisoire d'un détenu en détention. Nous n'avons pas suffisamment de temps, c'est trop technique, mais quand vous prenez ça, il faut décortiquer et dégager le vouloir dire. Et donc pour vous, et là, ils sont allés dans le dire et non pas dans le vouloir dire. Et donc pour vous, cette décision, elle est malheureuse, tout simplement. Très malheureuse, du point de vue opportunité, n'est-ce pas? Oui. Et 2, parce que ça vient dilapider l'acquis, n'est-ce pas, de tout ce que le président avait déjà engrangé comme point par rapport à son quinquennat. Du point de vue opportunité, vous comprenez que cette liberté a occasionné, n'est-ce pas, un scandale, parce que l'opinion crie. Et vous avez dit vous-même que le président est en train de perdre le point. Oui, mais l'opinion ne fait pas le droit. Non, ça. Mais là, vous parlez de liberté provisoire. Et le principe de liberté provisoire, c'est que la liberté provisoire ne doit pas occasionner un scandale. Oui. Et là, cette liberté provisoire occasionne un scandale. Donc la Cour de cassation aurait dû refuser cette liberté au motif qu'elle occasionnerait un scandale public. Pouvez-vous me reprendre votre lecture de l'article 47, parce que là je viens de la voir. Oui, vous pouvez le lire vous-même. Vous dites ici, d'abord c'est tellement long. Hein, un condamné, vous avez l'article 47, oui, un condamné placé en détention préventive. Alors on dit ceci, toutefois les condamnés qui se trouvent en état de détention préventive ou dont l'arrestation a été ordonnée par la juridiction d'appel ou par le ministère public, près cette juridiction, peut introduire
devant la Cour de cassation une requête de mise en liberté ou de mise en liberté provisoire avec ou sans cautionnement. Très bien. Quelle est la compréhension, le vouloir dire de ça? Nous restons sur ce que vous avez dit. Vous avez un condamné se trouvant en détention. Ce condamné se trouvant en détention, vous comprenez qu'il a relevé appel. Quand il a relevé appel, il n'est plus condamné se trouvant en détention. Parce qu'à ce moment-là, nous sortons du régime du premier degré, parce qu'il a relevé appel. Il est devant la cour d'appel. Vous comprenez? Oui. C'est au niveau de la cour d'appel maintenant. Parce qu'il a relevé appel. Et si au niveau de la cour d'appel, qu'il y a des mesures qui sont prises, c'est pour ça qu'on vous dit, placé en arrestation par la cour d'appel, ou qui est placé en détention par le procureur, parce que vous ne pouvez pas considérer ça comme détention préventive, sinon on n'aurait pas dit que le procureur général le place encore en détention. Ou bien vous êtes alors dans l'hypothèse de quelqu'un qui comparaît libre. Et à ce moment-là, quand vous dites condamné se trouvant en détention, mais ce condamné qui se trouve en détention a relevé appel, on est bien d'accord. Et quand il a relevé appel, nous sommes au niveau de la cour d'appel. Donc, pour faire bref, l'intelligence de cet article 47 n'est pas au niveau de la cour de cassation, siégeant comme cour de cassation, mais siégeant comme juge d'appel. C'est ça l'intelligence de ça. Ok, très bien. Alors, si on continue, ça va être très compliqué dans cette question. Elle est beaucoup plus grande, elle est beaucoup plus complexe. Oui. Mais je crois que vous n'avez pas tort. Il faut justement que l'on s'apaisantisse encore. Mais pour terminer notre entretien, le cas de la police maintenant. Oui. On va terminer avec ça. Un jeune a été tué par la police. La violence inouïe et la torture a été clairement, tout le monde a vu. Mais pire encore, on entend la voix d'un monsieur dire « torturez-le ». Et puis après, il y a un procès. Tous ces gens sont arrêtés. Ils seront certainement condamnés. Peut-être qu'ils le sont pendant qu'on est en train de tourner l'émission. Ils seront condamnés. Mais qu'est-ce qu'il faut exactement faire pour qu'on sorte un peu de ces cycles de bavure à répétition de notre police? Bah, écoutez, c'est quel est le problème? Fonctionnement? Non, mais écoutez, donc il y a ceci. Le président de la République arrive par l'alternance. Et tout le monde considère que par l'alternance, et c'est ce qui est vrai, c'est une rupture avec les systèmes du passé. Ce à quoi nous venons d'assister, c'est une survivance du système du passé. Parce que le président étant arrivé au pouvoir, malheureusement, il y a encore les systèmes du passé qui vit encore de ses cendres, bien qu'il est mourant. Quand vous prenez le cas de ces policiers pour parler de ce cas-là, c'est simplement une pratique, un système de la deuxième République et de la troisième République, version Kabila. Vous comprenez pourquoi nous devons entrer en quatrième République? Exact. Parce qu'on risque de croire que nous sommes dans pour marquer la rupture, il faut qu'on parle de la quatrième République. Et donc, ce système-là, Chebeya est mort dans les mêmes conditions. Beaucoup sont morts dans la torture. Et que ici, à l'UPEKIN, il y a un système de torture qui continue à exister. Et à l'époque, on parlait des BCRS. Donc, on croit qu'on doit arracher les aveux par torture. Pourtant, la loi est claire sur la question. Tous les aveux obtenus par torture. Donc, c'est une survivance d'un ancien système qui refait surface aujourd'hui et que nous pensons qu'à quelque chose malheureusement parce qu'une société se réforme à travers, n'est-ce pas, des erreurs comme celle-là. Mais ici, ce n'est pas une bavure, comme on va vous dire, en Amérique, en France. Non, écoutez, je suis avocat français, nous vivons au quotidien avec la justice. Je suis un auxiliaire de la justice, donc un partenaire essentiel de la justice en France, au quotidien. Bon, les gens qui viennent vous dire, comme en France, il n'a pas exercé en France. Donc, en France, certes, il y a des bavures, comme le cas du petit Théo, n'est-ce pas? Celui à qui on avait mis le matraque, excusez-moi, et à des parties très intimes. OK? Ça sont des cas de bavure. Et tout de suite, c'est réprimé, et tout de suite, il y a même des responsabilités, il y a des gens qui tombent. Mais ici, ce n'est pas une bavure. Il a été dans un système où l'on sait qu'on l'amène là-bas pour être torturé. Et l'on sait qu'il y a ce système de torture dans nos différents cachots. Mais c'est pourquoi dans la vidéo, on dit clairement, vous torturez à Goloba. Donc, une fois que l'on a dit ça, ce qu'il faut faire, c'est quoi?
le président de la République a fait un effort considérable pour mettre fin à des cachots clandestins et à humaniser les services de l'ANR. Mais, c'est ce que j'ai dit, il y a encore survivance de certaines poches de résistance de l'ancien régime dans les systèmes que nous déplorons. Et donc, il faut rapidement qu'au niveau de la présidence, il y ait un conseiller qui est uniquement chargé, n'est-ce pas, de contrôle des détentions préventives et des gardes à vue. Parce que le monsieur-là s'est trouvé en garde à vue. Alors, la difficulté maintenant, c'est que nous avons un conflit de compétences entre la police nationale, vous savez, avec Matata, malheureusement toujours les mêmes. Il a pris un décret en 2013 où il a soustrait la police judiciaire pour l'incorporer dans la police nationale. Alors, il y a une confusion entre police judiciaire et police nationale. La police nationale qui est une police de prévention, maintien de l'ordre public. La police judiciaire est une police de répression, donc une affaire judiciaire. Le monsieur-là, il aurait volé ou il y aurait un problème de voiture, c'est très bien. C'est que c'était un dossier judiciaire. Il ne devait pas se retrouver à la police nationale. Mais ils le font parce qu'ils savent que c'est là qu'on fait des choses pareilles. Mais ils le font parce que nos lois aujourd'hui, la police judiciaire n'existe plus. Par les décrets Matata. Je suis avocat des inspecteurs de police judiciaire. La police judiciaire a été tuée par Matata, disons-le, faux et or, qui a pris un décret pour enlever la police judiciaire et l'incorporer à la police nationale. Et donc, vous avez des policiers OPJ à compétences restreintes qui y ont remplacé les OPJ à compétences générales qui sont des professionnels judiciaires. Et donc, il faut démarrer le moteur. Il faut démarrer le moteur de la police judiciaire et cet réacteur doit être, comme vous l'avions, pour qu'il vole, il y a 2 réacteurs. Aujourd'hui, nous avons un réacteur de la brigade financière à qui on a doté de moyens, de véhicules et consorts. Mais la brigade judiciaire n'a pas de moyens. Vous avez eu à vous interroger pour dire que, et je vous ai suivi, vous dites le monsieur là de Bas-Congo, qui était traîné, sa dignité a été atteinte, oui. Mais vous dites qu'on aurait dû le maîtriser, le mettre dans le véhicule. Quel véhicule? Et ils n'ont pas de véhicule. La police judiciaire n'a pas de véhicule. Vous allez l'amener comment? Vous allez interpeller. Je vis des gens, Maître Oscar, être ramenés sur de motos. Mais alors, oui, mais c'est quand même grave de ce comment vous allez mettre un criminel sur une moto? Mais et les motards, et le même criminel, parce que le criminel qui n'a plus rien à perdre peut décider de se suicider. Bien évidemment, il y a des gens. Et il va maintenant aller se suicider avec des gens. Il devient kamikaze. Oui, bien sûr. Alors, donc tout ça, c'est quoi, en un mot? C'est à quoi on a assisté. Il faudra qu'au niveau de la présidence, qu'il y ait un conseiller à la présidence qui, lui, est chargé de... Je ne sais pas si ça existe, mais si ça n'existe pas, il est grand temps de le faire, qui est, lui, chargé de contrôle, parce que quand il y a le cas qu'on a vu de bavure policière, le cas qu'on a vu à tout l'homme de Banque centrale, de Congo central, c'est quoi? Nous sommes avec période de garde à vue. Garde à vue, 48 heures. Vous comprenez que s'il y avait le contrôle de garde à vue, avant qu'on torture ce monsieur-là, parce qu'on ne peut pas placer, vous me demandez qu'est-ce qui se passe en France, on ne peut pas placer quelqu'un en garde à vue sans que le magistrat en soit informé. Chez nous, le magistrat n'est pas informé à l'origine des gardes à vue. Donc, en amont, il est informé en aval. Et parfois, il n'est même pas informé parce qu'après torture, on te dit, allez, la famille, la famille donne l'argent. Et puis l'affaire est close comme ça. Et on ne connaît même pas que ce monsieur a été enregistré là-bas. Donc, quoi? Ça occasionne la corruption. 2, ça porte atteinte aux droits de l'homme. Et enfin, tout ça ternit l'image du président parce que les gens vont dire, ah, tu sais que des mandats y est. Mais est-ce que tu sais que tu vas être dans tous les soucis où on torture les gens? C'est pas possible. Mais il doit nommer des bonnes personnes aux bons endroits. Mais ça, c'est que veut dire que s'il n'y a pas de conseillers au niveau de la présidence qui, lui, contrôle la chaîne décisionnelle, ici en l'espèce garde à vue, 48 heures, et MAP au niveau du parquet, 5 jours. 5 jours qui ne sont pas respectés, et puis, enfin, devant les juges. Il faudra, dans cette chaîne, qu'au niveau de la présidence, qu'il y ait un conseiller qui travaille en coopération avec un conseiller du ministère de la Justice, parce que le parquet
doit être soumis, n'est-ce pas, est soumis sous contrôle hiérarchique du ministère de la Justice. Et vous comprenez que quand on parle de la police doit être judiciaire, dépendre du ministère de la Justice. Et non de la police judiciaire. Et non de la police nationale. Ce n'est que dans le cas exceptionnel, c'est pour cela qu'on a dit que la personne doit être immédiatement déférée. Donc la police nationale n'a pas vocation à mettre les gens pour longtemps dans ses cellules. Il le prend pour le temps nécessaire de les transférer à la police judiciaire via parquet. Mais nous avons maintenant les sous-SIAT qui se sont substitués au parquet. Oui. Et c'est eux qui commettent beaucoup de bavures et qui arrêtent les gens. Et conséquence, pour connaître un état de droit, la température, c'est le respect des libertés. Or, au quotidien, nos policiers ici, de la police nationale, violent quotidiennement et aisément. Et ils ont encore une mentalité de sous Mobutu, même pas sous Kabila, mais de Mobutu, où on considère que civil à Zanyoka. Vous comprenez? On dit la bilanga. Donc un policier va commencer à piétiner dans son véhicule avec Kraka, un citoyen, et j'en ai vu ici à Kanlufungula, torse nu, entassé pendant Covid, plus d'une centaine de personnes dans quelques mètres carrés. Et donc, vous comprenez que tout ça appelle des réformes. Et ces réformes-là, aujourd'hui, il faut qu'il y ait d'abord en urgence le contrôle de garde à vue et de détention et surveillance aussi de nos décisions, de nos juges. Oui, de nos juges. Donc, sur toute la chaîne, on termine. Il faut qu'il y ait un contrôle. Merci beaucoup, Maître Oscar. Je crois que le temps nous a manqué pour parler essentiellement de la 4e République, comme on a toujours eu besoin de le faire. Mais on en parlera. Sinon, dans les conférences, on vous invitera à en parler. J'estime que c'est très important. Alors, mesdames et messieurs, donc je crois que Maître Oscar, on a terminé notre entretien. Vous pouvez vous aussi faire la même chose, c'est-à-dire appeler, discuter. Bon, nous on est là pour ça. C'est très important. Maître Oscar, on a terminé notre émission. Mais je vous en remercie largement. C'est pour moi une occasion de vous souhaiter mes meilleurs vœux. Pareillement, je suis présent ici, mais je pense que là... Mon anniversaire, c'est le 5 janvier. Bon, je ne sais pas si je serai là, mais même à distance, on pourra vous souhaiter. Le monde est devenu village planétaire. On va vous souhaiter cela. Bon, le temps nous fait toujours défaut. J'appelle à un débat souvent contradictoire. Pour ceux qui ne sont pas d'accord. Et puis, pour la 4e République, il faut qu'on y consacre toute une émission. Je souhaite que ce soit une émission de 2022. Je crois qu'après votre retour de l'Europe, on en parlera. Mesdames et messieurs, ça est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RSC. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums du Gore. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons secours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête, mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides. Ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime, ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2000 francs congolais que chacun fera parvenir
Dans le cadre de cette campagne, nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les recoins de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaise. Noël pour tous, la fête partout. Debout Congolais, unis par